Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce meet-up du Club Power BI, ce nouveau meet-up du club. Et un des premiers de cette saison qu'on anime avec Franck, puisque vous nous avez plus revus depuis le mois de mai, enfin pour ceux qui étaient là pour les meet-ups du mois de mai. Hop, ouais, maintenant c'est démarré. Je passe à la slide suivante. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Joël Crest. Je travaille donc dans une société de services dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Je suis accompagné de Franck Berneron, mon comparse que vous pouvez voir, qui fait coucou. Et donc, on est ensemble pour 1 heure et quart. On va essayer de respecter le timing parce qu'on sait que votre temps est précieux entre midi et 2. Et d'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints durant cette pause déjeuner. Peut-être que vous nous regardez en déjeunant. Voilà, c'est une façon d'apprendre des choses et de s'instruire et d'échanger avec la communauté durant votre pause déjeuner. Je vais rappeler quelques petites consignes, les consignes habituelles. Donc, on est diffusé sous la plateforme Microsoft Teams. Donc, on va bien entendu, on va être assez nombreux. Donc, je vous demande de couper vos caméras, de couper vos micros, également de ne pas partager votre écran, sinon vous ne verrez pas les écrans qu'on partage. Vous avez une fenêtre de chat accessible dans laquelle vous pouvez, au fur et à mesure de la présentation, poser vos questions ou échanger. Entre vous également, hein, c'est pas interdit. Si quelqu'un a la réponse à une question, échangez entre vous. Voilà, tout le monde dit bonjour à tous, donc ça marche bien. Très bien. Et on répondra à vos questions au fur et à mesure. Alors, peut-être pas au fur et à mesure de la présentation, mais on rebalayera de toute façon toutes les questions du chat avant la fin de la présentation, avant la fin de la session. Et puis, vous avez la possibilité de lever la main pour demander la parole, donc dans les parties qui seront un petit peu plus interactives. Hop. On va commencer par les news communautaires, les habituelles rubriques des news communautaires. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Club Power BI, on vous présente maintenant habituellement à chaque fois toute l'équipe de la saison 5. Ça fait déjà 5 ans que le club existe. Il a été créé par Jean-Pierre et Tristan à Paris. Voilà, toutes les équipes qui, jusqu'à l'an dernier, présentaient le club et les meet-up en présentiel. Et qui, maintenant, on fait tout à distance pour l'instant, mais on espère bien en 2021 vous retrouver dans les différentes villes de France. Donc, à Paris avec Jean-Pierre et Tristan, et parfois accompagnés d'Isabelle, à Lille avec Guillaume, à Strasbourg avec Philippe, Marie et Thomas vous accueilleront à Lyon, et Paul et Mohamed à Bordeaux, et puis nous, bien sûr, les sudistes de l'étape, on vous accueillera soit à Marseille, soit à Aix-en-Provence, selon les lieux qui nous accueillent. Il y a une seule adresse à retenir, clubpowerbi.com. Vous avez sur cette simple page, alors il n'y a pas grand-chose, mais il y a l'essentiel. Il y a notre compte Twitter, il y a bien sûr le lien vers les meet-up. Il y a le lien vers un forum qui est hébergé par le Power BI User Group. Donc, il y a un forum francophone, hein, on y parle en français, on y discute en français. Vous pouvez poser vos questions autour de Power BI. Et il y a certains membres de la communauté du club Power BI qui sont très actifs sur ce forum. Je pense notamment à Guillaume. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à poser vos questions. Vous aurez toujours des réponses. Il y a un lien également qui est très dont nous sommes très fiers, c'est le lien de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, notre chaîne YouTube, je vous invite à aller voir la chaîne et à vous y abonner. On a aujourd'hui plus de 2500 abonnés. On y poste tous nos meet-ups, donc tous les meet-ups sont enregistrés, qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Donc on a tous les meet-ups depuis le début quasiment. On y poste également toutes les interventions de nos événements annuels, le Power Saturday. Donc vous avez ici toutes les présentations qui ont été faites au Power Saturday 2020. Elles concernent Power BI, mais elles concernent plus globalement la Power Platform. Donc vous avez des heures et des heures de vidéos
disponibles à votre disposition et on les met à dispo au fur et à mesure, généralement quelques heures ou quelques jours après chaque meet-up. Les prochains meet-up justement en ligne, il y en a pas mal qui vont arriver en décembre et en janvier. En décembre, nous avons un premier meet-up qui arrivera le 7 décembre, qui sera présenté par Paris, par Tristan et Jean-Pierre, autour de la sécurité dans Power BI. Vous allez avoir en 2021, donc le premier meet-up de 2021, le 7 janvier, ce sera toujours Tristan et Jean-Pierre qui nous présenteront un sujet autour des modèles composites avec Analysis Services. Alors, je n'ai pas eu la place sur ce slide, mais vous aurez en janvier 3 meet-up. Un meet-up le 15, ça sera encore nous, Franck et Joël, qui vous présenteront un meet-up autour du design des rapports Power BI. Et vous aurez également le 25, donc c'est Guillaume, le 25 janvier, à Lille, qui vous présentera un meet-up autour de SQL et Power BI. Et puis, vous voyez qu'il y a une grande place vide au milieu de ces prochains meet-up. Donc, on ne voulait pas vous laisser avant les fêtes de fin d'année, sans vous faire une petite surprise. Donc, il y aura un meet-up un petit peu spécial le 17 décembre. On n'en dit pas plus sur la thématique de ce meet-up, mais vous pouvez deviner que ce sera un meet-up assez festif. Et particularité de ce meet-up, donc on n'a pas une thématique particulière, mais on aura, je pense, quasiment l'intégralité de l'équipe de la saison 5 qui sera présente à ce meet-up pour vous présenter plein de choses et plein de surprises. Donc je laisserai Tristan et Jean-Pierre vous en reparler le 7 décembre. N'hésitez pas à vous inscrire. On va démarrer sur la rubrique des nouveautés Power BI et ensuite je te passerai la parole, Franck, pour la partie écran radar. Alors je vais juste couper la caméra pour ne pas vous perturber plus. Hop. Et pour laisser un peu de bande passante. Alors, sur les nouveautés Power BI de novembre, le Meetup de Lyon avait présenté, Marie au Meetup de Lyon avait présenté quand même pas mal de nouveautés. Nous, on a un gros dossier juste derrière, donc on a voulu se focaliser sur 2-3 nouveautés ou des annonces qui ont été faites. Concernant les nouveautés, je vais plutôt vous présenter des nouveautés qui sont dans le service en ligne, plutôt que les habituelles nouveautés dans le Power BI Desktop, dans la nouvelle version du Power BI Desktop. Donc, il y a 2 petits points que je voulais présenter. Ce sont la possibilité d'avoir des rapports et des dashboards promus ou certifiés. Et la nouvelle vue diagramme, la nouvelle vue graphique permettant de faire du Power Query en ligne de manière totalement graphique. Donc, pour vous présenter ça, hop, je passe sur mon service Power BI. Donc, comme je vous le disais, maintenant, on a la possibilité, au niveau des tableaux de bord et des rapports, d'avoir ici, dans les paramètres, de nouveaux paramètres qui permettent soit de promouvoir un tableau de bord, donc c'est la rubrique proposée. En fait, si je coche cette rubrique-là, et si j'enregistre, je vais pouvoir voir mon tableau de bord, il me sera proposé à mes utilisateurs, il sera accessible ici, donc dans cette nouvelle rubrique proposée de mon écran d'accueil. De la même manière, je peux faire exactement la même chose sur un rapport. Alors sur les rapports, aujourd'hui, j'ai 2 parties. J'ai toujours ce bouton « Promouvoir ce rapport » dans la section à la une de la page d'accueil. Et j'ai également une notion d'approbation qui est en préversion. Donc, comme pour les datasets, comme pour les data flows également, vous avez la possibilité de promouvoir, voire même votre administrateur a la possibilité de certifier un rapport. Donc, ce rapport sera indiqué comme étant un rapport ayant un certain intérêt, voire même ayant une validité de la donnée qui est présentée. Donc, du coup, vous voyez apparaître de la même manière que vous l'avez au niveau des jeux de données et des data flows. J'en ai peut-être pas ici, mais dans un autre espace de travail, des jeux de données certifiés. Là, je vois apparaître le petit macaron et ce rapport apparaîtra, sera mis en évidence
mis en évidence dans l'ensemble de la liste des rapports qui seront proposés. Ça, c'était un premier élément. Deuxième élément qui est une grande révolution, on va le voir ici, c'est l'aspect graphique, le Power Query, l'éditeur graphique de Power Query. Donc évidemment, c'est une partie qui va arriver, je l'espère bientôt, dans Power BI Desktop. Donc dans l'éditeur Power Query, pour l'instant, on l'a qu'en ligne, donc dans la partie Dataflow. Et donc effectivement, si je vais ici dans un de mes Dataflow, donc qui, je le rappelle, est une version en ligne, online, de toute la partie préparation de données. Et si je modifie mes entités, j'ai la possibilité, j'ai mon affichage qui est relativement classique. Donc ici, j'ai mes requêtes, j'ai mes transformations, rien de bien révolutionnaire. Mais si je vais dans le menu affiché, j'ai ici la possibilité de basculer en vue diagramme. Donc je vais le faire. Et du coup, je vais avoir, alors je vais quand même garder les vues précédentes. J'ai mes requêtes ici, j'ai toujours mes paramètres de requête ici, et mes transformations. Je peux voir mes données et ma preview ici. Mais en plus, j'ai cette possibilité-là. Alors d'abord, je peux agrandir l'écran, me mettre en plein écran pour ne voir absolument que cette vue diagramme. Et en fait, je vois que toutes mes transformations sont représentées donc sous la forme de pictogrammes. Et donc, je peux créer et éditer et rajouter des transformations directement dans cette vue-là. Par exemple, ici, je me positionne ici, je développe ma table des commandes et je vois que j'ai un petit plus à côté de chacune des transformations. Donc, je peux insérer des transformations entre deux autres transformations. Là, je vais me mettre à la fin, j'ai un petit plus et j'ai toutes les possibilités qui s'offrent à moi de transformation par rapport à la table que j'ai choisie. Donc là, je vais choisir de fusionner des requêtes. Donc, je vais faire fusionner comme nouvelle. J'ai ma table des commandes détaillée. Je sélectionne mon type de jointure. Et vous voyez que de la même manière que je le faisais jusqu'à présent, mais avec une interface qui n'était pas graphique, j'arrive à avoir donc une représentation graphique non seulement de mes transformations, mais également de mes liens entre les différentes tables. Donc c'est très intéressant. Si je sélectionne donc cette table, je vois les liens correspondants et je peux continuer à travailler et éventuellement donc choisir des colonnes. Donc j'aurai ma liste de colonnes. Je prends un peu n'importe quoi au hasard, mais juste pour montrer les étapes au fur et à mesure. Mon étape est créée, je peux insérer une étape entre et donc dire que je veux conserver les doublons, hop, etc., etc. Je peux également, le premier réflexe que vous aurez, c'est de mixer un petit peu l'ancienne manière de faire avec la nouvelle manière. Donc, au début, vous serez peut-être plutôt dans cette représentation-là. Vous aurez, si je suis ici, par exemple, vous direz, bon, bah, j'ai fusionné des requêtes, je vais peut-être les développer par là, parce que j'ai l'habitude de cliquer ici et de pouvoir développer les requêtes. Donc, c'est une habitude à prendre, mais c'est vrai qu'on prend très, très facilement cette habitude de travailler avec cette interface totalement graphique. Je vais laisser la parole et la main à Franck pour la suite des présentations. Franck, oui, à je toi suis de là. partager ton écran. Ça marche. Excusez-moi. Donc moi, je vais juste vous parler de deux choses qui m'ont tapé à l'œil ces dernières semaines. On est déjà revenu sur... on a déjà évoqué la mise en service du... excusez-moi, voilà. Du premium par utilisateur. Donc je voulais revenir dessus, ça a été une annonce assez remarquée dans le courant de l'été, avec un article de Christopher Finlan, avec un lien qui nous permettait de nous inscrire, qui à l'heure actuelle tombe sur
toujours un formulaire Microsoft Forms, mais qui nous dit que à partir de lundi, les tenants vont être activés. Et donc, on ne peut plus s'enregistrer. Il nous reste 3 jours à tenir, hein, vous me direz, pour la preview, mais ça passe donc en preview générale, on va dire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On va revenir sur le PPU. Joël va revenir plus en détail sur le PPU, sur les fonctionnalités, sur ce que ça apporte dans la suite de la présentation. L'autre chose dont je voulais... Ah oui, et évidemment, si vous avez des questions quand même, il y a toujours la page des Answering Your Questions de Christopher. On mettra le lien dans les show notes aussi. L'autre chose dont je voulais vous parler, parce que je l'ai cherché pendant un moment, je ne le trouvais pas, j'étais très frustré, c'est l'accès au Power BI DevCamp, donc qui est un truc pour le coup, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas un IT guy, mais j'aime bien le développement, qui est, on va dire, une façon d'attaquer un peu Power BI en étant un peu plus codeur que développeur dans l'interface graphique. Et donc, tous les mois, grosso modo, il y a un webinaire en ligne qui forme les gens sur des choses un peu plus techniques. Donc, le premier, c'était développé avec .NET Core. Et puis ensuite, il y en a eu un jusqu'à la semaine dernière, où on pouvait programmer le dataset avec le modèle d'objet tabulaire. Donc, c'était assez sympa. Ils sont tous disponibles en ligne, sauf le premier. Celui-ci ne marche pas. Mais on a accès au replay dans Teams. Donc c'est super, vous pouvez les regarder à nouveau. Et puis ce que je trouve très très sympa, c'est qu'il y a un repo GitHub derrière qui permet d'aller voir les slides, qui permet d'aller voir les ateliers, et donc de continuer à vous former même après la fin du webinaire, et évidemment en formation continue si vous n'avez pas assisté au webinaire. Donc ça, c'est vraiment ce dont je voulais vous parler, ce qui est apparu sur mon écran radar ces dernières semaines. Ceci étant dit, je repasse la main à Joël. Hop, Très bien, j'arrête. merci. Partage. Merci Franck pour ces présentations. On va rentrer, hop. Franck, tu me dis dès que l'écran est visible. C'est bon, c'est visible. Allez, c'est parti, hop. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du dossier. Donc, on va parler de Power BI Premium. Alors, de manière très générale, on va parler de Power BI Premium. Et vous avez sûrement entendu parler de Power BI Embedded. On va expliquer la différence entre les deux, parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre. Et on va parler de ce qu'il existe aujourd'hui. Et puis là, Franck vient juste de parler d'une public preview d'un nouveau premium qui arrive. Et on va détailler un petit peu ce que va apporter ce nouveau premium, et avec une petite démo de ce que du premium par user et des possibilités qu'on peut faire avec. On va parler, pour planter le décor, la première chose qu'on va faire, c'est parler un petit peu de tarification. Alors, tarification, type de licensing de Power BI Premium, pour s'y retrouver, parce que ce n'est pas évident. C'est parfois pas évident, même pour nous, tellement il y a de fonctionnalités. Donc, en gros, la tarification de Power BI, il y a 2 types de tarification. Les licences par utilisateur et par mois, je dirais c'est le hors premium, c'est les licences classiques. Donc, vous avez un utilisateur, il a soit une licence Power BI free, donc gratuite, avec laquelle il peut faire tout ce qu'il veut dans le Power BI Desktop. Il peut construire des rapports, se connecter à ses sources de données, il peut les publier dans son espace de travail. En revanche, il n'a pas la possibilité de collaborer, de partager, de créer un espace de travail pour partager ses rapports. Le partage et la collaboration, c'est vraiment la chasse gardée des licences Power BI Pro, qui elles sont payantes, et qui permettent de faire ces fonctionnalités-là. À côté de ça, il existe ce qu'on appelle le premium ou embedded, puisqu'il y a les 2 termes et que ça recouvre quand même pas mal de choses en commun. Ce sont des licences par capacité, donc par puissance de calcul en quelque sorte. Vous avez une capacité qui, la plupart du temps, est dédiée à votre organisation. Vous achetez cette capacité, ou votre organisation la loue par mois, mais non par utilisateur, donc. Et c'est bien des licences complémentaires de l'offre Power BI Pro. C'est-à-dire qu'il faudra quand même que au moins une personne dans votre organisation ait une licence Power BI Pro, ne serait-ce que pour créer les espaces de travail, pousser les rapports et partager ces rapports-là. En revanche, ce que ça ouvre, c'est la possibilité de partager
tous vos rapports à des utilisateurs qui, eux, n'auront pas besoin de licence Power BI Pro. Donc, vous pouvez faire un gain de coût de licence Power BI Pro, puisque vous n'avez plus besoin que les utilisateurs des rapports et ces licences Power BI Pro. Les ressources Power BI en question, que ce soit les rapports, les datasets, les data flows, les workspaces, etc., sont soit hébergées dans une capacité partagée, c'est le cas du Word Premium, mais c'est le cas aussi des deux premières licences embedded qu'on appelle A1 et A2. Je reviendrai sur les terminologies des différentes licences. Mais la plupart du temps, quand on est dans du premium ou du embedded, on est dans une capacité dédiée. C'est-à-dire que Microsoft met à dispo cette capacité pour vous, pour votre organisation. Par contre, c'est un administrateur de l'organisation d'administrer cette capacité à partir du centre d'administration Power BI, bien sûr, et de la superviser. C'est-à-dire que vous avez une puissance de calcul à dispo avec une certaine limite. Si vos utilisateurs atteignent cette limite et mettent la capacité à genoux, je dirais, c'est à vous de faire le gendarme et un petit peu de limiter l'utilisation ou de surveiller l'utilisation de votre capacité premium. Donc ça concerne les licences PM et les A à partir de 3 et ultérieurs. Donc le premium par capacité, qu'est-ce que ça apporte en dehors du fait de pouvoir diffuser à des utilisateurs qui n'ont pas de licence? Qu'est-ce que ça apporte essentiellement? Alors, il y a beaucoup de fonctionnalités. Le premier point qu'on voit, c'est qu'au lieu d'actualiser les datasets et les dataflows 8 fois par jour, vous pouvez aller jusqu'à 48 actualisations par jour, par dataset et par dataflow. Vous avez accès à l'intégralité des fonctionnalités spécifiques des dataflows. Donc, exposer un dataflow en direct query, utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, les computed et les linked entities. En gros, c'est la possibilité de fusionner un certain nombre de requêtes entre elles, de faire référence à des dataflows qui sont exposés dans d'autres workspaces. Vous pouvez installer un serveur Power BI on-premises, donc en local sur votre réseau d'entreprise. Vous pouvez avoir accès aux fonctionnalités de rapport paginé. Dans Power Query, de faire des services, utiliser des services cognitifs, d'entraîner un algorithme de machine learning, accéder à ce qu'on appelle un endpoint XML, c'est-à-dire avoir un point d'accès à vos datasets et pouvoir les manipuler à travers des outils tiers en dehors des outils mis à dispo par Microsoft. Et puis, je l'ai mis en vert parce que c'est quand même généralement le premier argument, puisque c'est un argument de tarification. Vous avez cette possibilité de faire cette distribution illimitée aux utilisateurs de vos rapports et de vos tableaux de bord, aux utilisateurs qui n'ont pas de licence Power BI Pro. Donc ça, c'est actuellement la définition de Power BI Premium. Comment ça se passe? C'est en fait, lorsque vous avez une capacité premium, elle n'est pas automatiquement, tous vos espaces de travail ne sont pas automatiquement rattachés à cette capacité premium. Vous pouvez choisir d'en disposer espace de travail par espace de travail. Vous allez dans le paramétrage de votre espace de travail, vous avez accès donc à ce bouton capacité premium, si vous avez souscrit à une capacité, vous l'activez, vous choisissez la capacité si vous en avez une ou plusieurs, et donc l'espace de travail en question, vous le voyez apparaître avec un petit pictogramme. Donc généralement, quand on est hors premium, il n'y a pas de picto. Quand on est sur du premium ou sur du embedded, il y a un petit diamant qui apparaît, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis, on va le voir tout à l'heure, pour le tout nouveau Premium per User, vous aurez un petit pictogramme qui est un petit peu différent. Donc, il y a un petit diamant, mais il y a un petit bonhomme qui vous indique qu'on est bien sur du Premium par utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans les différents cas? Alors, oui, je suis allé trop vite. Vous avez également une application mise à disposition pour faire de la supervision, évidemment, de votre capacité, puisque c'est une capacité dédiée. Vous téléchargez sur le store d'app l'application gratuite Power BI Premium Capacity Metrics. Vous la recherchez, vous vous connectez.
on vous propose de vous connecter à vos données, mais éventuellement, si vous n'avez pas de données et si vous n'avez pas encore de premium, vous pouvez explorer l'application à travers des données exemples. Et vous, dernière possibilité, vous avez la possibilité de rattacher cette application à un espace de travail spécifique, donc du coup à partager le dataset de cette application et vous aurez ainsi la possibilité de bâtir vos propres reporting, de monitoring de votre capacité premium. Donc voilà, j'y arrive. Qu'est-ce que du coup, c'est des premiums? Je vous ai dit qu'il y avait du premium P, du A, du EM. Donc qu'est-ce que ça représente et pourquoi il y a tant de choix? Donc j'ai choisi de vous montrer ça à travers 3 profils, donc 3 personnes. On va avoir Paul, Emma et Alice qui sont 3 utilisateurs de Power BI en entreprise et qui ont 3 usages différents. Paul va être un utilisateur et va utiliser, et tout son service va utiliser Power BI à travers soit l'interface web, soit l'interface mobile. Donc, c'est des utilisateurs qui sont authentifiés via Office 365. C'est soit des utilisateurs internes ou peut-être des utilisateurs invités, puisqu'on peut inviter des utilisateurs du moment qu'ensuite ils sont tagués comme invités et authentifiés dans l'Active Directory, dans l'annuaire de votre organisation. Donc, cette personne a besoin, et toute son équipe a besoin de la puissance de Power BI Premium. Puisqu'il va s'orienter vers une utilisation à travers le portail Power BI Web ou l'application mobile, Paul va devoir, l'organisation de Paul va devoir souscrire une licence P, une licence premium de type P. C'est la licence complète dans le monde Office 365. Maintenant, jetons un coup d'œil à Emma. Elle a le même besoin en termes de puissance. En revanche, elle n'a pas besoin que ses utilisateurs travaillent sur l'interface web de Power BI. Elle a des utilisateurs qui ont adopté les outils collaboratifs de Microsoft, notamment Microsoft Teams, ou qui utilisent SharePoint. Et donc, du coup, ces utilisateurs veulent accéder à leur rapport Power BI via Teams, via SharePoint, et n'iront jamais voir les rapports par Power BI, par le service web Power BI. Donc, Emma, elle, peut se rabattre sur une capacité de type EM. Alors, le terme EM, c'est bien pour Embedded, et c'est là où ça se complique un petit peu, puisque je vais bien préciser qu'il s'agissait du Embedded Premium. Donc, c'est bien du Premium Embedded, sachant que le Embedded tout court est une autre fonctionnalité des capacités Premium. Donc, on est toujours dans le monde Premium, mais on n'est pas dans les capacités P, on est dans la capacité EM. Elles sont un petit peu moins chères, parce qu'on a besoin aussi peut-être d'un petit peu moins de puissance sur certaines de ces capacités, certaines. Ça nous va bien pour ce qu'on veut faire. Évidemment, on va passer à la dernière personne, Alice. Elle est dans une entreprise, mais par contre, elle fait partie, son entreprise est un éditeur de logiciels. Donc, elle veut partager ses rapports avec des utilisateurs externes à l'organisation. Donc, des gens qui ne sont pas dans le monde Office 365, mais qui vont être ailleurs, dans une authentification qui peut être totalement diverse. Donc, elle va encapsuler ses rapports ou ses visuels dans des portails web ou des applications externes. Alice, elle va se tourner vers des capacités de type A. La particularité de la capacité de type A, c'est que déjà, comme son nom ne l'indique pas, c'est elle qui s'appelle, qu'on nomme habituellement Power BI Embedded. Donc, ça ne facilite pas les choses. Donc, c'est du Embedded dans Azure, et le A, c'est pour Azure. On est dans le monde Azure. Ces capacités sont souscrites dans le portail Azure et pas dans le portail, à travers le portail Office 365. Et elles ont quelques particularités que je vais signaler juste après. En résumé, si on est dans le monde Premium, on a Paul et Emma qui sont dans le mode Premium, capacité P pour du partage par l'interface Power BI EM pour le partage via Teams et SharePoint,
Et du côté Power BI Embedded, on est sur des capacités A comme Azure. Qui peut faire quoi? Donc, du coup, pour s'y retrouver, qui peut faire quoi lorsque on est sur ces cas de figure-là? Donc, admettons que je sois un utilisateur qui n'a pas de licence Power BI Pro. Donc, est-ce que je peux voir, par exemple, des rapports via Power BI ou via l'application mobile? Si mon organisation a une capacité de type P, oui, je peux les voir. En revanche, le EM, le A et puis les simples espaces de travail habituels me sont interdits. En revanche, si je veux accéder à des rapports consommés via Teams, je peux les voir si j'ai une capacité P ou une capacité EM. Si je veux voir des rapports via SharePoint, même chose. Et si je veux voir des rapports embarqués dans une application tierce, je peux les voir avec les 3 types de capacités premium. Mais je peux bien entendu pas les voir s'ils sont hébergés par un utilisateur qui a créé un espace de travail avec une licence pro. Donc ça, c'est l'état de l'art actuel. Ces capacités, donc je vous ai parlé de P, de EM et de A, pour s'y retrouver, en fait, chaque capacité, évidemment, à chaque capacité, on a un certain nombre de puissances CPU, donc un nombre de vCore, et puis on a un espace disque, un espace RAM qui correspond. Donc, voilà, les capacités telles qu'elles sont classées, vous voyez qu'il y a pas mal d'équivalences, en particulier les A1, A2, A3 sont équivalents en puissance à du EM1, EM2 et EM3. Et également les A3, A4, les A4, pardon, A5, A6 sont équivalents à du P1, P2, P3. Et puis ensuite, ça continue. On a de la puissance CPU qui est très importante. On a de la mémoire vive, donc qui va permettre de stocker les rapports et les datasets en vue de leur utilisation, donc pour optimiser leur utilisation. On a ensuite 2 types de limitations. Donc, si on est en direct query ou en live connection, on a un nombre de requêtages et d'interactions par seconde qui peut avoir son importance. Et puis, on a un point qui est souvent négligé, qui est ce dernier point des actualisations en parallèle. C'est jamais nommé cette histoire des actualisations en parallèle. Donc, sur une capacité P1, on peut actualiser en parallèle 6 datasets ou dataflow ou dataflow, donc tout confondu. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un 7e dataflow ou dataset qui est actualisé? Ce dataflow, ce dataset échoue, tout simplement. Ils ne sont pas mis en file d'attente, il n'y a pas un retry derrière, ils échouent. Donc, ce qui veut dire qu'on est limité à 6 actualisations en parallèle sur un P1. Vous voyez bien que si vous descendez sur du EM3, EM2, EM1, on atteint des limites très, très restrictives en termes d'actualisation en parallèle. En particulier, les EM1 et les EM2 sont plus à réserver pour du développement, pour du test, que pour de la prod. En termes de tarification, le fameux combien ça coûte, on attend toujours. Ça coûte évidemment un certain coût pour les capacités de type P. Pour les licences utilisateurs, on est, pour les free, on est en gratuit évidemment. On est à 8,40 € hors taxe par utilisateur et par mois pour les pros. Les capacités P commencent en P1, on est à un peu plus de 4 000 € par instance et par mois. Et chaque fois, on fait un x2 sur la tarification. Sur les capacités EM, on est dans le sens inverse, donc on fait un divisé par 2. Donc on démarre à du 600 et puis on va jusqu'à du 2500. Franck, je te laisse la parole pour peut-être commenter la partie embedded. Oui, donc sur les capacités A embarquées pure Azure pour les tableaux de bord embarqués dans les plateformes SaaS, là on est sur une tarif à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous voyez, 85 centimes de l'heure sur la A1 et après on double, grosso modo, jusqu'à 27 € de l'heure sur la A6. Le souci, c'est un peu de s'y retrouver dans tout ça et de comprendre comment est-ce qu'on fait pour
pour calculer ses besoins en capacité. Donc, du coup, je vais reprendre la main. Vas-y, vas-y. Ouais. Hop. On bascule. Alors, que je ne me trompe pas d'écran. Screen number 1, ça doit être celui-là. Oui, c'est ça. Donc, comment évaluer ses besoins de capacité? La capacité embarquée, la doc est devenue maintenant très floue. Il y avait un livre blanc sur le déploiement des capacités embarquées et l'évaluation des besoins qui a complètement disparu des livrements pour Power BI. Mais rassurez-vous, je l'avais quelque part dans mes archives depuis 2018. J'ignore vraiment si c'est encore d'actualité parce que si ça se trouve le calcul a changé, mais en tout cas ça donne une indication de ce sur quoi se basait Microsoft à l'époque pour inviter les gens à changer de capacité. Et à l'époque, donc ça date de 2018, on parlait de nombre de rendus par heure et par page. Et on disait que la capacité 1, le seuil de la capacité 1, c'était 300 rendus par page par heure. Donc, un rendu par page, c'est vraiment une page de rapport qui est rendu. Microsoft, à l'époque, considérait que le nombre d'éléments visuels dans une page était grosso modo de 10. Et évidemment, un rendu, c'est un rendu par utilisateur, par manipulation d'un slicer, etc. À partir du moment où le moteur de Power BI renvoie des requêtes en DAX sur le moteur de SSAS tabular qui est derrière. Donc ça, c'est un rendu de page. Donc est-ce que c'est encore tout à fait d'actualité? Je ne saurais pas vous le dire. Ça a toujours été compliqué à mesurer. Mais en tout cas, c'est une première indication. Ensuite, donc ça, ce livre blanc-là a disparu. Je pense qu'il a disparu pour une raison très simple, qui est que Microsoft maintenant a créé, vous avez de la doc qu'on vous mettra aussi, hein, qui vous permettent d'évaluer un peu, de planifier votre capacité, mais Microsoft a pondu un outil d'évaluation de la charge de capacité, qui est un outil PowerShell qu'on jette sur sa capacité, sur ses capacités premium ou embedded, et qui nous permet d'évaluer le nombre d'utilisateurs, le nombre de pages à rafraîchir, etc. Donc, c'est certainement une des raisons pour lesquelles tout ça a disparu. En tout cas, c'est toujours bon de l'avoir à l'esprit. Et puis, donc le plus de la capacité embedded embarquée, on va dire, Azure, c'est que comme c'est une capacité que l'on paye à l'heure, on peut l'arrêter et la redémarrer au besoin. Alors, ce n'est pas instantané, parce qu'on a quand même des machines virtuelles derrière qui mettent du temps à monter, à se mettre en marche. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait dans des scénarios embarqués. On peut très bien faire en sorte que quand le dernier utilisateur de la plateforme sur laquelle on embarque le tableau de bord se déconnecte, eh bien, un appel à l'API soit fait à l'API Power BI pour que la capacité s'arrête et que le lendemain, eh bien, on la démarre à 7h30 ou 8h, etc., en estimant que le premier employé va arriver sur le coup à peu près dans ces eaux-là. Donc ça se fait en appelant oui, vous avez une façon, on va dire, non programmatique de le faire, mais enfin là, il ne faut pas oublier de le faire parce qu'après, ça chiffre très vite, hein, et surtout que ce n'est pas très utile de faire tourner les capacités la nuit. Mais donc ça, on vous le mettra aussi. Les tarifications, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout les appels. Voilà. Vous avez donc dans l'API, vous avez des appels à l'API qui permettent donc d'obtenir la charge de travail, qui permettent, hop, ça c'est les calculs de prix, on s'en fiche, mais de redémarrer, resume, et d'arrêter une capacité. Power BI Embedded. C'est un appel à l'API. Alors, il y a une petite manip à faire sur les jetons d'authentification, c'est quelque chose d'un petit peu fastidieux, il faut l'avoir à l'esprit. Mais en tout cas, ça se fait. Moi, je l'ai fait et clairement, on divisait les coûts par 3. On était sur du 180, 200 € par mois au lieu de 600 à plein tube, quoi. Donc voilà, gardez-le à l'esprit, ça rend service et finalement, on peut démarrer pas trop cher. Y compris, évidemment, si vous avez 600 € par mois, vous prenez une capacité supérieure si vous avez beaucoup d'utilisateurs. Et vous l'arrêtez la nuit pour diminuer les coûts. Donc, écoute, voilà, Joël, je te repasse la parole. Allez, hop, je repartage mon écran. Hop. Pour la suite. Oui, donc sur cette histoire de capacité A, en effet, comme tu me disais,
C'est assez intéressant parce qu'on a un coût qui est un coût par heure. L'avantage aussi, c'est si, alors je ne sais pas si dans le public, on a des personnes qui sont des étudiants qui voudraient tester dès maintenant les capacités premium. Ça vous permet, avec à moindre coût, de faire des tests sur 1 heure de durée, des possibilités de capacité premium. Typiquement, voilà, j'ai sur un tenante une petite souscription pay-as-you-go Azure, et donc ça doit me coûter 1 € ou 2 € par mois juste pour faire des petites démos. Donc c'est très pratique. Alors, Sachant que quand on veut faire des tests en embarqué, Microsoft donne des jetons. Alors le nombre est évidemment inconnu, mais on peut l'évaluer avec un appel à l'API sur le nombre de jetons, le pourcentage de jetons restants ou utilisés pour l'embedded. Mais on peut aussi démarrer comme ça. oui, On l'a tout fait à fait. sur des POC. On n'a pas forcément besoin de sortir la carte bleue tout de suite. Non, tout à fait. Mais par contre, il faut veiller en effet au nombre de jetons restants, parce que sinon on peut du jour au lendemain se retrouver à ne plus pouvoir activer le moindre jeton. C'est ça, ça devient un joli rapport avec des choses, et des messages d'erreur. Voilà. Tout à fait. Donc, jusqu'à présent, tout ce qu'on vous a présenté, c'était le présent, disons. Maintenant, on va mettre un pied dans le futur. Alors, un futur qui est très très proche, hein, puisque la public preview de ce qu'on va vous présenter est en cours, et qu'on va voir sûrement des nouveautés apparaître et des petits ajustements apparaître dans les semaines à venir. Donc, très prochainement, probablement à la fin du mois, petit à petit, vont être déployées 2 choses. Le Power BI Premium Gen 2, qui devrait être actuellement, je pense, déployé sur tous les tenantes. Donc, vous avez la possibilité de l'activer dans le centre d'administration de Power BI. Enfin, du moins, votre administrateur le peut, si vous avez une capacité premium. Et le premium, la licence premium par utilisateur. Alors, on va commencer par Premium Gen 2. Alors, 2e génération, pourquoi et qu'est-ce que ça va apporter? Donc, la promesse la plus haute de Premium Gen 2, c'est un gain de performance. Donc, les gains qui ont été annoncés par Microsoft sont jusqu'à 16 fois. Donc, il faut toujours se méfier du jusqu'à. Mais a priori, d'après ce qu'on entend, on aurait quand même un gain au moins, on diviserait les performances en fois 1, fois 2 sur les performances. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Comment on peut arriver à ce gain sur une même équivalence de capacité, c'est-à-dire que vous ne changez pas les capacités, vous avez par exemple une capacité P1, vous la basculez en Gen 2, c'est tout. Et juste en basculant, vous avez un gain de capacité. Il y a un certain nombre de choses qui vous permettent d'avoir ce gain. La première chose, c'est la possibilité d'avoir une mise à l'échelle automatique. Ce n'est pas systématique, hein, vous pouvez l'activer ou la désactiver, mais c'est un plus de l'activer. Lorsque vos capacités, votre limite CPU, par exemple, est atteinte par un processus, au lieu d'avoir des ralentissements, d'avoir des problèmes qui arrivent, ce qui va se passer, c'est que lorsque la limite est atteinte, il va y avoir ajout à votre capacité, donc disons une P1, d'un vCore, donc un par un, au fur et à mesure de l'augmentation des besoins en ressources. Et les vCore va être attribué pour 24 heures. Donc, si vous avez un pic d'activité, vous aurez un vCore de plus qui sera un paiement à l'utilisation. Vous ne basculerez pas d'un P1 au P2. Hein, il n'y a pas de. Tout d'un coup, vous n'allez pas payer le double par mois, mais vous aurez un paiement à l'utilisation pour 24 heures. Et si 24 heures après, Microsoft voit que l'utilisation de votre capacité a baissé un petit peu, du coup, vous revenez vers votre nombre de cœurs initial. Plus de cœurs, ça veut dire moins de temps pour processer une requête, bien entendu. Donc, un gain de performance certain par cette scalabilité permise. Alors, du coup, ça change un petit peu la façon dont sont managées les capacités. On avait dans notre Premium Gen 1 des capacités qui étaient dédiées
et qui étaient managés par vos administrateurs. On revient du coup au niveau des vectors et au niveau des puissances de calcul par des capacités qui sont plus managées par Microsoft. Donc du coup, vous allez quand même administrer la capacité, vous allez lui permettre d'être autoscalable ou pas. Et si vous lui permettez d'être autoscalable, c'est Microsoft qui se charge de distribuer les vectors attribués à votre capacité à travers un pool disponible et géré par Microsoft. Gros plus, énorme plus, je dirais, qu'apporte Premium Gen 2, c'est bien entendu plus de limites en nombre d'actualisations en parallèle. Cette limite que vous aviez, maintenant, elle n'existe plus, puisque effectivement, vous pouvez bénéficier donc de puissance à côté, ou de puissance extensible. Donc cette limite n'existe plus, et c'était un des inconvénients majeurs du Premium Gen 1. Donc cette capacité, ce problème n'existe plus et disparaît définitivement. Alors, bien entendu, il faudra toujours que vous souscriviez à une capacité qui correspond à votre activité. Parce que bien sûr, si vous dites il n'y a plus de limite, je vais prendre une capacité la moins chère possible et je serai tranquille. Dans la réalité, de toute manière, ça veut dire que vous allez autoscaler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et donc vous aurez un certain coût à la fin du mois. Donc c'est un plus et ça vous permet d'éviter les échecs d'actualisation qui étaient l'apanage du Premium Gen 1. On a bien sûr, pour superviser ces capacités, il va y avoir une nouvelle application. Alors, je ne sais pas exactement si elle est sortie, je ne l'ai pas encore vue, qui permettra de donner plus de précision pour connaître artefact par artefact, donc rapport, dataset, dataflow, qui consomme la puissance CPU. Donc, vous avez beaucoup plus de facilité, par exemple, pour la refacturation en interne au service de votre organisation. Vous avez un système d'alerte, donc des alertes spécifiques aux administrateurs en cas de dépassement d'un seuil d'utilisation intensive de la capacité, qui peut être, si j'ai bien compris, fixé par vous. Donc, vous n'allez pas avoir une alerte une fois que vous allez consommer un vector supplémentaire, mais vous allez avoir une alerte auparavant. Et donc, on en déduit une maîtrise des coûts, possibilité de définir des limites pour l'autoscaling, et donc qui permettront donc du coup d'avoir une maîtrise des coûts plus toute la puissance qu'apporte Gen 2. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat, je vais peut-être en prendre avant de passer sur la suite. Je vais voir, on va Si tu peut-être faire veux. allez. Ouais, ouais. Donc, Julien demande si en premium par utilisateur, si c'est du P1, du P2 et combien d'actualisations on peut faire en parallèle. Alors, on va y venir au premium par utilisateur. Je ne sais pas exactement, je pense que c'est quelque chose comme du P2. Du P2 ou P3. Dans tous les cas, c'est quelque chose de totalement managé par Microsoft. Donc, c'est quelque chose sur lequel on aura de toute façon pas la main. Donc, techniquement, on saura ce que c'est. Mais derrière, on ne sait pas exactement comment c'est managé. Combien d'actualisations en parallèle? Comme pour le premium actuel, 48. Actualisation en parallèle, excuse-moi. Oui. En parallèle, la même chose que j'ai dit, il n'y a pas de limite. Du coup, c'est comme pour Premium Gen 2, il n'y a pas de limite d'actualisation en parallèle, me semble-t-il. On bénéficie de l'avantage du Gen 2, logiquement. D'accord, donc on est C'est directement neuf. avec le PPU sur du Gen 2. Ouais. Ok. Bon, c'est neuf, c'est à valider. D'accord. David Est-ce qu'on a... demande si on a une idée du prix. Alors, je ne sais pas si c'est sur le Premium Gen 2 ou si c'est sur le PPU. Enfin, moi, j'ai pas vu de prix pour le PPU et peut-être que tu as Non, une info pour le Premium Gen 2. non, il y a pas d'info. Actuellement, pendant la preview, le Premium Gen 2, je ne sais pas s'il y aura un prix ou si ça sera juste une bascule de génération 1 en génération 2 sans surcoût. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de surcoût. Donc, si vous avez du Premium, vous pouvez basculer en Gen 2 gratuitement, sans surcoût. Pour le Premium per user, là aussi, pas de prix évoqué pour l'instant. Microsoft se réserve
de fixer le prix lorsque on sera plus en public preview. Ça sera probablement un prix assez agressif, parce que quand même c'est un prix par utilisateur, donc on sera, je l'espère, assez loin des prix des capacités premium actuelles, et on sera peut-être plus proche des licences, du prix des licences pro. Mais pour l'instant, rien n'est fixé. Ce que je sais, c'est que là aussi, pendant la public preview, vous avez la possibilité donc de tester gratuitement ce Power BI Premium per user. Et du coup, il n'y aura aucun surcoût, ce qui fait que de la même manière que vous avez aujourd'hui la possibilité de tester pendant, je crois, 60 jours une licence Power BI Pro, bah, vous aurez un certain nombre de jours pour tester le Power BI Premium per user. Ok, donc merci. Gaëlle demande, elle a apparemment des soucis pour créer son espace de travail PPU. Elle demande si ce sera possible après le 30. Je ne pense pas que ce soit lié à la date, mais peut-être que tu as plus d'infos. Ouais, oui, parce que j'ai eu le même problème. En effet, l'espace de travail PPU nécessite que le tenant soit onboardé dans la preview premium per user. Ce qui veut dire qu'il faut, pour les early adopters, il fallait faire la demande. Donc là, je crois que les demandes sont arrêtées pendant la période de Thanksgiving en Amérique. Et je pense qu'à partir du 30, ils vont onboarder tous les tenantes au fur et à mesure. Et dès que votre tenante sera onboardée, vous devriez avoir la possibilité de créer un espace de travail, de le rattacher au premium per user. Moi, je sais que j'ai eu cette difficulté-là et il a fallu que je fasse la demande que ça soit actif sur mon tenante. J'avais pas la possibilité, en fait, j'avais pas la case à cocher était grisée, la case à cocher premium était grisée. Oui, Gaëlle dit qu'elle a effectivement rempli le formulaire, a fait la demande, mais que c'est toujours grisé. Donc, ouais, je pense que là, il y a une mise en pause de toutes les demandes et il va falloir patienter à partir du 30 pour la suite. Voilà, pour reprendre le fil normal du déploiement. OK. Allez. C'est tout ce qu'on avait dans le chat pour l'instant. C'est bon. Allez, donc on enchaîne sur la suite. Tchoc. J'en ai parlé. Et on va passer au premium par utilisateur. Alors, avant de montrer ceci, on va passer à une petite démo, justement. Alors, démo, le mot est grand. Les questions qui se posent, et c'est étonnant d'ailleurs, vous ne me les avez pas encore posées, mais bon, je vais répondre à des questions que vous ne posez peut-être pas, mais que moi je me suis posé. De la même manière que quand on a un utilisateur qui a une licence gratuite, on sait exactement à quel environnement il va pouvoir se connecter. Je me suis posé la même question pour le premium per user. Donc, en espace de travail premium per user, lorsqu'il est créé, qui peut le voir et qui peut entrer dedans et qui peut voir les rapports. Donc, plutôt que de chercher de la documentation qui est toute récente, je me suis dit le mieux c'était de tester et de vous en faire la démo. Donc, j'ai créé 3 espaces de travail ici. Un espace de travail sur du premium embedded, donc c'est du embedded A1 avec le petit diamant, un espace premium par user et un espace classique, donc créé par un utilisateur pro. Donc ces 3 espaces, j'ai rien mis, pour l'exemple, j'ai rien mis dans ces espaces, c'est des espaces vides, mais on peut voir si on peut y accéder ou pas. Et pour essayer d'y accéder, j'ai créé 3 utilisateurs. Donc, on va faire connaissance avec Christine, Franck et Joël. Donc, Christine, c'est la moins bien lotie. Elle a juste une licence Power BI gratuite. Franck, c'est un petit peu mieux. Il a une licence Premium per user, donc il est content. Et Joël a une licence Power BI Pro. Donc, on va se connecter avec ces différents utilisateurs et on va voir exactement à quoi ils peuvent se connecter. Hop. On va commencer par Christine. Hop. On se connecte avec le profil. Je suis allé trop vite. Avec Christine. Hop.
Et donc Christine, alors je ne vous l'ai pas montré, mais les 3 personnes ont un profil lecteur, sont onboardées dans chacun des espaces de travail avec un profil lecteur. Donc Christine va essayer de se connecter avec les 3 espaces de travail qu'elle peut voir, puisqu'elle a des droits sur ces 3 espaces de travail. Alors évidemment, elle commence par l'espace de travail qui a été créé et qui est hors premium. Bien entendu, elle est en utilisation gratuite, donc évidemment, quand elle va essayer de se connecter à un espace hors premium, on va lui proposer de mettre un niveau vers Power BI Pro. C'est tout à fait normal. Elle n'a pas le droit d'accéder à un espace de travail, puisque c'est de la collaboration, du partage, etc. Donc, elle a besoin d'une licence Power BI Pro. Elle va, tant pis, elle ne peut pas aller là, elle va essayer quand même d'aller sur le Embedded 1.1. Alors, j'avais que du Embedded 1.1 à dispo. C'est une petite particularité, le Embedded est fait pour la diffusion hors de l'espace de Power BI Premium, donc si on n'a pas de licence pro, on ne peut pas y accéder. Donc évidemment, Christine ne peut pas accéder à cet espace de travail non plus. Il y a une petite particularité, si c'était un espace de travail Premium P par exemple, Christine aurait pu y accéder et voir des rapports en lecture. Du moins, elle aurait pu accéder aux rapports qui sont partagés dans cet espace de travail. Là, c'est du embedded, elle ne peut pas. Donc, il ne lui reste plus que l'espace de travail créé par un utilisateur premium per user. Donc, elle va essayer de se connecter pour voir si c'est du vrai premium et si elle peut utiliser et voir les rapports qui sont partagés par un utilisateur premium per user. Et là, en se connectant, elle se rend compte qu'elle a besoin d'une licence premium per user pour accéder à cet espace de travail. Donc, première constatation, le premium per user, c'est bien des licences par utilisateur. On bénéficie des fonctionnalités du premium. On a accès aux cognitive services, aux rapports paginés à 48 actualisations par jour, etc., etc. Mais en revanche, on ne distribue pas les rapports à des utilisateurs avec des licences free. On ne peut pas se baser sur un premium per user pour remplacer une licence de capacité premium. Donc, première constatation. Je me déconnecte, hop, et je vais me reconnecter avec un autre profil. Et cette fois-ci, je vais prendre Joël, utilisateur, avec une licence pro. Donc j'arrive là-dedans, même chose, j'essaie de me connecter à mon espace de travail pro. Bien entendu, comme j'ai une licence pro, donc je peux en effet rentrer dans les espaces de travail. J'ai des notions de partage et de collaboration. Je peux créer des rapports, les voir bien entendu. Si j'ai uniquement des droits de visionneuse, enfin de lecteur, sur les différents rapports. Donc j'ai aucun problème à rentrer dans un espace de travail classique. Je vais essayer de rentrer maintenant dans l'espace de travail premium, le premium embedded qui est ici. Puisque justement j'ai des droits de créateur, j'ai la possibilité bien sûr de rentrer dans mon espace de travail embedded. J'aurai de la même manière la possibilité de rentrer dans un espace de travail premium P ou EM. Donc aucun problème. Je suis confiant, je peux rentrer dans des espaces de travail classiques, dans des espaces de travail premium, donc je vais essayer de rentrer évidemment dans mon espace de travail premium per user. Et là, aux surprises, j'ai le même message que Christine. Donc on me dit que cet espace est vraiment réservé aux utilisateurs premium par utilisateur. Donc, seconde constatation, la licence premium par utilisateur, elle a l'air d'être un petit peu supérieure à la licence Power BI Pro. En même temps, on n'a pas encore de tarification, mais ça donne déjà une indication. Il y a de fortes chances, évidemment, que ça soit plus onéreux qu'une simple licence Power BI Pro. Donc, j'ai fait ma tentative avec mes 2 profils. Je tente évidemment mon 3e et dernier profil. Donc, je vais me connecter avec Franck, qui est mon super utilisateur premium per user. Gentil, ça, Joël. Ah bah oui, je t'ai mis le max de droit. Donc, j'ai un premium per user, je suis Franck, je me connecte à mon espace classique.
Je suis avant tout Premium per User. C'est forcément, ça englobe les capacités du Pro, donc je peux en effet me connecter à cet espace classique. Est-ce que je peux me connecter à l'espace Embedded A1 ou à tout espace Premium? Je le peux également. Dernière vérification, est-ce que je peux me connecter à l'espace Premium per User? Mais là, vous avez deviné que, effectivement, Franck peut également se connecter à ces espaces-là. Ce qui veut dire que les gains d'un Premium par User, donc si je partage, hop, si je partage ça sur le bon écran, hop, si on compare du Premium par User avec du Premium par Capacity, on dispose en fait de toutes les fonctionnalités, de la plupart des fonctionnalités du Premium dans un espace de travail dédié. Les seules fonctionnalités qu'on n'a pas, c'est le support multigéo, c'est le Power BI on-prem, c'est la possibilité de crypter avec sa propre clé les espaces de la capacité. Et c'est surtout l'unlimited distribution, donc la distribution à des utilisateurs ayant des licences Power BI gratuites. Donc effectivement, comme je vous le disais, bien entendu, le premium par utilisateur ne va pas remplacer du tout le premium tout court, mais il va permettre à des utilisateurs de l'organisation à bénéficier des capacités premium et peut-être à partager à travers une petite équipe sans avoir à payer une charge conséquente de capacité. Je reprends du coup, pour terminer, je vais reprendre maintenant que j'ai mon premium par user en plus de mes différents types de création et de rattachement de workspace, je vais reprendre mon qui fait quoi. Donc, je reprends mon cas de figure de ma personne qui n'a pas de licence utilisateur pro ni PPU. Rien ne change évidemment pour le Premium P, pour les capacités P, EM et A. Pour le Pro, on a dit que l'utilisateur ne peut rentrer nulle part et sur un espace de travail PPU, il ne peut pas rentrer directement, il ne peut pas accéder à des rapports partagés via Microsoft Teams, il ne peut pas accéder non plus à des rapports partagés via SharePoint. Et ce qu'on a mis en évidence dans la petite démo, c'est que si on a une licence pro, on peut effectivement rentrer dans un espace de travail qui a été créé hors premium. On ne peut pas rentrer dans un espace de travail qui a été créé qui a été rattaché à du premium per user. En revanche, un utilisateur premium per user, lui, a la possibilité d'accéder à tous les espaces de travail et à tous les rapports, si on lui donne les droits, bien entendu, dans tous les types de capacités premium et également pour le hors premium et pour le premium per user. Donc, c'est lui qui aura le maximum de droits au niveau de la disposition dans l'organisation. Pour conclure, et puis pour conclure, ensuite je répondrai aux éventuelles questions supplémentaires. Le Premium per User donne accès à nos fonctionnalités liées à une capacité Premium. Il est dédié a priori, il va être plus facilement adopté par une petite équipe ou par des individus qui veulent accéder à des fonctionnalités Premium. En revanche, tout le partage illimité à des utilisateurs non Premium n'est pas pris en charge. Donc, on a besoin quand même, si on a des rapports avec un grand nombre d'utilisateurs, on a besoin soit d'avoir des licences Premium per User, ce qui du coup est coûteux, soit de basculer sur du Premium classique. Et le Premium Gen 2 est une nouvelle façon de voir l'offre Premium, et c'est l'offre scalable par défaut, dépassant les limites des capacités dédiées Power BI Premium. Donc, on peut passer. Franck, tu veux rajouter peut-être quelque chose? Je ne sais pas. Moi, je réfléchissais au cas d'usage, en fait, si tu veux. Comme tu le dis, c'est sur le premium par utilisateur va être intéressant pour des équipes qui n'amortiraient pas le coût d'un premium plein, quoi. Et moi, le premier cas d'usage que je vois, parce que je le rencontre et j'en entends parler, ce sont des gens qui ont besoin d'éditer quotidiennement des états, par exemple.
donc l'utilisation de ce qu'on appelle les rapports paginés, mais qui en Mhm. fait sont l'édition d'état bête et méchant, hein, tout simple. Des Ouais, listes tout de à fait. chargement, des listes de commandes, des trucs comme ça. On n'a pas besoin d'analyse dynamique, mais jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire ça facilement dans le même univers que Power BI. Il fallait faire des extractions Excel ou du SQL, enfin, il fallait passer autrement. Et je pense que ça va rendre de grands services aux PME, même aux grosses PME, qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer un premium. Ouais, moi, je voyais typiquement, en effet, les petites entreprises ou les services qui communiquent, enfin, qui font du reporting Power BI entre l'équipe, qui ont un petit nombre de personnes et qui n'ont pas les moyens de se payer du premium et qui donc, voilà, ça permettrait d'accéder à ces capacités premium de manière en plus souple parce qu'il n'y a pas cette notion d'administration qui est quand même assez technique, hein. On a une capacité, il faut l'administrer, même si le Gen 2 va être plus administré côté Microsoft, il y aura quand même un certain nombre de fonctionnalités à activer, à surveiller. Au sein d'une petite équipe, c'est plus facile peut-être d'avoir ces licences-là et d'accéder du coup aux fonctionnalités premium que sont les services cognitifs, les rapports paginés, etc. Effectivement, ouais. C'est vrai qu'il y a aussi ces fonctionnalités-là qui sont accessibles. Ouais. Tu as raison. Ouais. Il y a une question dans le chat. Quand allons-nous connaître le prix de la licence PPU? PPU, voilà, c'est ça. Je n'ai pas de réponse. Je pense qu'on le connaîtra juste avant. On le connaîtra en même temps que la date de release officielle du PPU. Pour l'instant, on est en public preview. Et pour l'instant, je pense que c'est encore en discussion et Microsoft attend beaucoup de retours d'expérience utilisateur des gens qui vont utiliser dans les mois à venir la preview du Gen 2 et du PPU. Alors, une question, est-il possible de partager un rapport issu d'un espace de travail PPU? Et là, je vais tenter de répondre pour voir si j'ai bien compris. Ton explication était très claire, mais je vais tenter de répondre pour voir si j'ai bien compris. Je dirais non si la personne n'a pas de licence premium par. Tout à fait. Tout à fait. Si la personne a une licence, de toute façon, la personne peut avoir une licence gratuite, une licence pro, une licence par utilisateur. C'est les 3 modes de licence par utilisateur par utilisateur. Et la démo que je viens de faire montre bien que seul le premium par user, l'utilisateur PPU, peut accéder au rapport issu d'un espace de travail PPU. Alors j'ai essayé d'accéder, ce que j'ai montré, c'était l'accès à l'espace de travail PPU, mais ça aurait été pareil si j'accédais à une application qui était diffusée à travers cet espace de travail, même si j'essayais pas de rentrer dans cet espace de travail. Je me suis mis volontairement en profil lecteur et pas en profil membre. Alors, autre question, comment est-ce que ça fonctionne concrètement pour la création d'un espace de travail premium? Est-ce que c'est pour une seule application? Alors, je vais essayer de répondre. Comme ça me fait réviser aussi. Mmh. Évidemment, Joël, qui est plus pointu que moi sur ces sujets-là, complétera. À ma connaissance, en fait, on affecte la capacité à un espace de travail. Et je crois même qu'on peut affecter une capacité premium à plusieurs espaces de travail. C'est dans ce sens-là que ça se passe, en fait. On ne crée pas l'espace de travail premium, mais on affecte une capacité à un espace de travail. Est-ce que je me trompe, Joël? Ouais, c'est ça. Je vais rapidement remettre le slide que je montrais, mais peut-être je suis passé très vite sur ce slide-là. Hop, est-ce qu'on peut hop. Ouais, non. Alors je vais revenir, très rapidement sur ce slide-là, parce que je n'arrive pas à le retrouver par là. Hop, voilà, celui c'était avant. Ici. En fait, pour tous les cas de figure premium, pour toutes les catégories premium, en fait, la capacité premium, quand on achète du premium, c'est de la puissance de calcul. Donc, déjà, les capacités premium se découpent. J'en ai pas parlé, mais en gros, si vous achetez du P2, vous pouvez le découper en 2 capacités P1 ou en une seule capacité P2. Il y a un choix. Donc, une fois que ces capacités sont nommées, chaque espace de travail peut être rattaché à une capacité, une seule. Donc, sur une capacité premium, comme l'a dit Franck, on peut avoir plusieurs espaces de travail rattachés. Pour un espace de travail, il est forcément rattaché à une seule
des capacités. Et c'est par le même interface, donc c'est par ce petit bouton qui permet d'activer une capacité premium. Et après, si vous avez du premium per user et du premium classique ou du embedded, vous déroulez la liste déroulante et vous sélectionnez la capacité que vous voulez, à laquelle vous voulez rattacher l'espace de travail. David a 2 questions. Il dit, je viens de découvrir que quand un espace de travail est en PPU, un rapport embedded dans Power Apps Portal n'est plus accessible. Oui. Et oui, il précise donc que mon Power Apps Portal utilise la fonctionnalité embedded et non publish to web. Ok, donc du coup, bah oui, ça, je pense que c'est un contre-coup du fait que tout ce qui reste dans l'espace enfin, qui est partagé à partir de l'espace de travail PPU, doit être forcément consommé par des utilisateurs PPU. Du coup, je pense que les personnes qui n'ont pas de licence PPU ne peuvent pas voir ce rapport. Alors, j'ai pas fait ce test-là, mais c'est vrai que c'est très intéressant, ce retour-là. Ça répond à la question qu'on se posait tout à l'heure avant de démarrer, où je te disais, mais est-ce qu'on ne pourra pas utiliser le PPU pour faire de l'embedded? Et tu me disais, non, non, ce ne sera pas possible. Ouais, J'ai l'impression que c'est ce cas de figure-là, en fait. Ouais, je pense pas. Julien, je n'ai pas bien compris la nuance entre premium type EM et embedded type A, ce qui est normal parce que c'est compliqué. L'exemple de cas d'usage, c'est les utilisateurs qui, dans la même société, vont vouloir accéder à des rapports Power BI via Teams. Donc, on a la possibilité d'avoir, on a une application Teams qui permet de partager des rapports Power BI. Puis maintenant, il y a de plus en plus de possibilités de collaboration et notamment, on peut diffuser un rapport, même, je crois, le rattacher à un fil de discussion dans Teams. Donc, si vous voulez utiliser Teams pour voir les rapports Power BI, vous serez dans le type EM, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont se connecter au rapport sont authentifiées dans Office 365, dans l'AD de l'entreprise. Le embedded, c'est typiquement les éditeurs de logiciels qui veulent avoir des utilisateurs qui, eux, n'ont pas d'identité Office 365. Typiquement, j'utilise un logiciel quelconque, je me connecte avec un login password, un compte que j'ai créé et qui est géré par l'éditeur en question, et je vais vouloir voir dans ce logiciel, quel qu'il soit, ou dans ce portail web quel qu'il soit, des rapports Power BI qui me sont présentés. Donc à ce moment-là, je m'authentifie, je vois les rapports et l'interface entre ces rapports et le portail, enfin le vrai rapport qui a été créé, bah, c'est une licence embedded type A. C'est alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, Franck, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est du coup un compte ou un compte de service qui va se connecter à Power BI, au service Power BI. Et derrière, c'est du code, c'est des appels d'API ou du code embedded, d'appels, de rapports, de parties de rapports, par exemple. Et d'ailleurs, le rapport embarqué dans une appli SaaS, on ne sait pas que c'est du Power BI, en fait. On sait qu'on peut deviner que c'est du Power BI parce que le logo s'affiche en clignotant en grisé le temps que le rapport se charge. Mais sinon, on n'a aucun moyen de savoir que c'est du Power BI. Hein. Ah oui, c'est totalement l'embedded type A, c'est de la marque blanche. C'est vraiment de la marque blanche. On encapsule du Power BI, mais on masque toutes les références à Microsoft. On le met dans notre propre application à destination de notre public. C'est du B2C. Anne-Christine demande, il faudra toujours une licence pro pour publier dans l'espace de travail premium per user. Non, il faut une licence premium per user pour publier dans un espace premium per user. C'est un espace spécifique. Donc, les utilisateurs avec une licence pro n'ont même pas accès à cet espace de travail. Par contre, un premium per user a accès à un espace pro. En fait, un premium per user a accès à un espace pro, oui. Alors du coup, je vois une remarque de David. Oui, je viens juste de faire le test. Donc c'est la réponse à Anne-Christine. David, si vous pouvez vous démuter, d'ailleurs, on va prendre des questions en direct si des gens veulent parler. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main et on vous donne la parole.
Je ne sais pas si David est là. Afficher les participants. Hop. Ouais. Voilà, David a levé la Ouais, main. Donc David, vous pouvez vous démuter. Je ne sais pas si David a la possibilité de se démuter. Ah, ou alors, on va le faire. On va le faire. Toc, 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 toc. David, tu peux le démuter? Comment on fait ça? Oui, c'est étonnant. Désactiver le micro, ouais, c'est... Mettre en évidence, désigner comme présentateur, supprimer de la réunion. Je vois pas de façon d'activer le micro, moi, sur le truc. Bon, alors, c'est un petit peu dommage. Je vais juste faire ceci, mais je pense pas que ça fonctionne. Oui, j'ai essayé de le... non, je peux pas. Ah oui, David nous dit dans le chat qu'il peut pas activer son micro. Non, et visiblement, vous pouvez toujours pas? Non. Bon, j'ai essayé de l'activer, mais c'est grisé. Bon. Non, alors ma question, du coup, alors on va passer par le chat. Oui, je suis désolé. Ça Ah, marche? ça y est, ça marche. Super. Okay. Oui, ok, merci beaucoup en tout cas pour la présentation et merci de me donner la parole. David, donc Fumastra Management Consulting, je suis en Ouganda et j'apprécie toujours de pouvoir participer à vos événements aussi. En fait, je réagissais en disant, je viens juste de faire le test de changer mon espace de travail en PPU et je suis allé dans mon portal Power Apps et j'ai pas réussi à accéder à ce rapport en embedded dans Power Apps Portal après avoir activé le PPU. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup en fait. Moi, je travaille avec des clients pour lesquels je leur donne accès à ce rapport dans Power Apps Portal via la fonctionnalité embedded et non pas publish to web. Et donc, ça ne marche pas, quoi. Donc, pour moi, ça oui, je pense également donc, que c'est normal, puisque tout ce qui est dans l'espace de travail de type PPU doit être consommé par des licences PPU. Alors en plus, là, c'est l'embedded, c'est bien l'embedded, c'est le lien sécurisé du rapport, hein, donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je précise une chose, je ne l'ai pas précisé, mais la bascule en Gen 2, ça apparaît quelque part dans le centre d'administration de Power BI. Vous avez donc, quand vous allez sur le centre d'administration de votre capacité, vous avez Premium ou de l'embedded, vous avez cette possibilité d'activer l'autoscaling et de basculer en Gen 2. Cette fonctionnalité-là, elle est aujourd'hui uniquement disponible sur les tenantes pour du Premium P et EM. Parfois, vous allez la voir apparaître sur certaines tenantes qui ont des capacités embedded de type A, de type Azure. Ne l'activez pas, de toute façon, vous aurez une erreur, parce que pour l'instant, les capacités embedded Azure ne sont pas onboardées dans le Gen 2. Ça devrait venir. Là aussi, il n'y a pas de date, mais ça devrait venir assez rapidement. Il est presque moins 10, Joël. C'est bon? Plus d'autres questions? Merci beaucoup. On espère vous retrouver donc nombreux. Donc le prochain, notez bien la date, le prochain meet-up, c'est le 7 décembre avec Tristan et Jean-Pierre. Et on se retrouve tous, je dirais, toute l'équipe du club, le 17 également, pour un super meet-up avec plein de surprises. Merci à tous. Merci bon à appétit tous. pour ceux qui ont tenu jusqu'à là et bonne fin de journée et bon week-end. Au revoir.